peut l'introduire par des flashbacks au cours de l'histoire, mais si on veut garder une certaine dynamique de l'histoire, c'est pas toujours très facile à introduire. Et donc, à partir du film de David Lynch, il y a eu une tentative par la télévision américaine. Je ne parle pas de la mini-série, je parle en fait de la version signée Alan Smithy. Alan Smithy, vous le savez sans doute, c'est un pseudonyme utilisé quand un réalisateur ne reconnaît pas un travail. Et donc, il existe une soixantaine de films qui réalisés par ce fameux Alan Smithy, souvent qui sont dus à des grands noms. Et la télé américaine décide, donc sans l'accord de Lynch, de remonter Dune, en partie avec quelques rushs. Il faut savoir qu'il en restait. Lynch a tourné énormément d'heures de film. Presque tout a été détruit. Et au moment où la télé américaine décide de réaliser un nouveau montage, qui est donc faire ce qu'on appelle une version étendue, ils vont rajouter en fait 35 minutes. Ils vont utiliser un bricolage, par exemple, les deux illustrations qu'on a vues dans le PowerPoint sur la guerre des machines sont utilisées en introduction. Il y a d'ailleurs une très longue introduction qui raconte cette guerre des machines, qui raconte comment on a supprimé les robots, les ordinateurs. Et en fait, plein de plans ont été rajoutés. Parfois, on s'est contenté de prendre une séquence, de zoomer dessus et de la réintroduire avec parfois un petit bout de dialogue qui a été rajouté par la suite. Et il y a même des moments où on s'est juste contenté d'inverser des courts extraits, de courts passages qu'on glisse à l'intérieur du film pour essayer de développer certains points que Lynch n'avait pas soulignés. Donc sur ces adaptations de Dune, on a commencé à s'y intéresser très très vite. Donc on vous a parlé entre autres de cette première tentative en 1973, donc c'est signalé, par Arthur P. Jacobs. À ne pas confondre avec le dessinateur de bande dessinée Edgar P. Jacobs. Rien à voir. Arthur P. Jacobs, au moment où il décide en 1973 de porter Dune à l'écran, vient de produire les 5 planètes des singes. Donc, film qui a eu un certain succès à l'époque. Et l'idée du producteur, c'est qui pourrait adapter un roman qui se déroule dans le désert. Sinon, le réalisateur à qui on doit le plus grand film se déroulant dans le désert, c'est-à-dire David Lean, qui a réalisé Laurence d'Arabie. La relation entre le producteur et le réalisateur sera très, très tendue. Ils ne vont jamais réussir à se mettre d'accord sur le projet. Et quelques mois après, le producteur décède d'une crise cardiaque et ça n'est fini du projet. Personne ne veut le reprendre. Et 2 ans après, donc Jodorowsky décide de remettre ça en avant. Jodorowsky, en fait, à ce moment-là, en 1975, s'entend très bien avec le producteur Michel Seydoux. Il vient de réaliser La Montagne Sacrée et El Topo. Et Michel Seydoux, qui a été emballé par La Montagne Sacrée, se dit qu'il tient peut-être là le réalisateur qui pourrait faire une grande adaptation de Dune. Mais Jodorowsky va partir tout de suite dans des plans pharaoniques, va commencer à contacter énormément de créateurs. Donc, pour la partie graphique, Moebius, dont on a vu un des travaux pour les costumes et les personnages.
Giger, qui à l'époque n'a jamais travaillé pour le cinéma, et Christopher Foss, qui doit s'occuper du design de tous les vaisseaux spatiaux. Christopher Foss, à ce moment-là, c'est un dessinateur anglais qui est extrêmement connu, qu'on retrouve en couverture de beaucoup de livres, entre autres chez J'ai lu. C'est celui qui dessine ces vaisseaux spatiaux où on aperçoit quasiment tous les boulons. Ces vaisseaux spatiaux sont toujours dessinés de manière très très précise, avec le moindre détail apparent. Et au niveau musique, effectivement, sont contactés normalement dans le film de Jodorowsky, tel qu'il conçoit le projet, chaque planète doit être représentée par une musique différente, donc utiliser un groupe différent ou un musicien différent, des musiciens différents pour composer la musique. Donc on va avoir droit à Pink Floyd, on va avoir droit à Magma. Il y a également Michael Field qui a été contacté. Et tous ces gens-là sont d'accord pour travailler sur ce projet. Et puis, bien sûr, il contacte Dali. Et Dali dit « Ok, mais moi, ce sera $100 000 de l'heure. » Sachant que dans le film, en tout et pour tout, il doit apparaître à peu près 4 à 5 minutes. Mais, sachant que les séquences qu'il va tourner vont sûrement demander pas mal de temps, voilà, pour lui, ça fera un bon revenu. Et Dali, en plus, impose certaines idées. Et entre autres, certaines séquences plutôt scato, je pense qu'il aurait bien choqué les spectateurs si le film s'était fait. Et puis, donc, au niveau des acteurs, sont également prévus Orson Welles, qui doit interpréter le baron Harkonnen, donc Dali qui doit interpréter l'empereur, Mick Jagger qui doit interpréter pour l'Atréide. C'est vraiment lancé dans un plan monstrueux. Pardon. Oui, mais après il a signé un contrat avec Mick Jagger. Oui, au départ, il voulait effectivement mettre son fils, et puis finalement, c'est Mick Jagger qui décroche le contrat. Et c'est vrai qu'il serait lancé dans quelque chose qui aurait été en fait déjà le plus cher de l'histoire du cinéma français. Si on avait pu le produire, parce qu'en fait, il faut savoir que par exemple, Moebius va dessiner un storyboard de 400 pages qui comprendra en tout plus de 4000 illustrations. Et tous ces gens vont travailler pratiquement sans toucher un centime. C'est-à-dire que c'est de la pré-production et Jodorowsky s'est lancé dans ce projet, se rend même plus compte de ce qu'il a lancé. Et au bout d'un moment, quand il décide de réunir tous ces documents, il faut savoir qu'il avait aussi contacté l'accord de Douglas Trumbull. Douglas Trumbull qui était le spécialiste des effets spéciaux qui avait travaillé sur 2000 ans Odyssée de l'espace. Il ne va pas du tout s'entendre, ils ne vont pas du tout s'entendre, Jodo étant trop mystique et Trumbull un peu trop rationaliste. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont tous ces documents, donc ils ont les dessins de Moebius, ils ont élaboré un vague scénario, et ils se disent qu'on va envoyer ça au Major, parce qu'en France, ce n'était pas possible de produire un tel film. Au bout d'un moment, Michel Seydoux, quand il voit ce que donne le projet, il commence à prendre peur, et il se dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. On ne pourra jamais financer un tel film. Et donc, sont contactés les 5 grands majors de l'époque, et au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, Jodorowsky s'inquiète un peu de ne pas avoir de réponse. Et en fait, les majors qui ont reçu ce travail
se rende compte elle-même que c'est parti un peu dans tous les sens, qu'il n'y a pas une vraie cohérence, pour que Jodo s'est lancé dans son plan mystique, et en fait, aucune major ne va se montrer vraiment convaincue par le projet, puis surtout, ça paraît complètement insensé. Et donc, le projet tombe à l'eau. Jodorowsky essaiera quand même pendant un moment de trouver à droite à gauche, il va contacter pas mal de gens, mais en fait, il n'y aura jamais quasiment de réponse à ces demandes. Et le projet tombe. On sait qu'avec Jodorowsky, on aurait eu en fait un film qui aurait beaucoup ressemblé à La Montagne Magique, qui était parti pour refaire sous l'angle purement science-fiction ce qu'il avait fait avec La Montagne Magique, c'est-à-dire un film qui part un peu dans tous les sens, avec de très belles images, mais parfois qui manque d'un vrai scénario. Et puis donc, il y a le projet Lynch, Dino De Laurentiis. Dès le départ, Lynch et De Laurentiis ne vont pas du tout s'entendre. Laurentiis a envie de faire un grand film populaire de science-fiction, Lynch a envie de faire du Lynch avant tout. C'est-à-dire que le fait qu'on lui donne à travailler sur Dune, pour lui, il veut bien réaliser Dune, mais à condition qu'on lui laisse faire ce qu'il veut. Donc tout le film, ça va être une série de conflits où il ne sera jamais libre de faire ce qu'il veut. Son montage sera plus ou moins contrôlé. Et donc le film sort. Tout comme Jodorowsky, il s'était rendu compte qu'il fallait prendre des musiciens importants. Donc la musique du film est réalisée par Toto, mais le thème de la prophétie est par contre réalisé par Brian Eno. Pour essayer de donner une tonalité différente sur le plan musical. Donc en fait, David Lynch, effectivement, on l'a vu au niveau des images, va introduire en fait sa propre vision, c'est-à-dire quand on voit sa représentation du navigateur, on se rend compte que la créature est finalement très proche de certaines créatures lynchiennes. On n'est plus vraiment dans l'univers de Dune, mais je crois que c'est sur moi ce que j'ai dit. Le Dune de David Lynch, il faut le voir comme effectivement un film de David Lynch avant tout. Il ne faut pas essayer de le voir, même si le film, pour moi, au niveau de certaines scènes, reste assez fidèle au roman. C'est-à-dire qu'il prend certaines libertés. On se souvient de modules étranges qu'il va introduire. Effectivement, au niveau du design de certains personnages, il recrée des personnages à sa manière, sans se soucier. Mais au niveau de l'intrigue, même s'il est obligé de l'appauvrir, il a passé de temps, du moins tel que le produit sera terminé, il ne dispose pas d'assez de temps pour développer l'histoire comme telle qu'elle devrait être développée. Donc en fait, il part sur ses idées, il essaye de traiter l'histoire telle qu'il l'aperçoit et telle qu'il pense que le spectateur doit l'apercevoir. Après, on peut ne pas être d'accord avec sa vision, mais pour moi, son Dune reste un très grand film. Et donc, quelques années après, comme je l'ai dit, la télé américaine décide de remonter ce film. Donc, on introduit des scènes, on en modifie certaines. Je crois même me souvenir que certaines scènes du film de Lynch disparaissent carrément. Il me semble qu'il y a une scène avec le baron Harkonnen qui doit être modifiée, si je me souviens bien. D'après mes souvenirs,
la scène ne peut être tout à fait reconstruite de la même manière. En fait, la première fois, quand on fait le baron Harkonnen, qui est soigné pour ses pustules. C'est la scène de la ventouse cardiaque. Oui, c'est ça. Elle a été écourtée sur la fin. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'ils avaient trouvé que c'était trop horrible, et donc, hop, il a supprimé en partie. Ce qui fait assez bizarre quand on voit cette version, qu'on connaît le film de Lynch, parce qu'on s'attend à voir cette scène, en fait, on est un peu frustré, elle disparaît complètement. Et puis, donc, il va y avoir cette mini-série télé par John Harrison, qui sera suivie 3 ans plus tard d'une deuxième mini-série qui adapte dans la première partie, donc c'est en 3 parties, la première partie reprend le Messie de Dune, et les 2 parties suivantes adaptent les Enfants de Dune. John Harrison et le deuxième, en fait la première mini-série est réalisée et écrite par John Harrison, la deuxième est écrite par John Harrison, mais en fait c'est un autre réalisateur télé qui travaillera sur la deuxième mini-série, réalisateur à qui on doit entre autres des épisodes de Lost et de Doctor House, si je me souviens. Et puis, en 2007, donc, le projet Peter Berg, Paramount décide de relancer le projet Dune. En fait, il faut savoir que pour les producteurs, il y a toujours eu un intérêt assez vif et les producteurs, depuis le film de Lynch, ont toujours eu envie de porter les romans d'Herbert à l'écran. Donc en 2007, Peter Berg se voit confier le projet et il contacte un dessinateur de comics qui a travaillé chez Marvel, entre autres, Jock, et donc Jock va être chargé du design du film. Donc Jock va être chargé du design du film, et là on va voir quelques images de ce travail. On voit les représentations donc, des vers. Donc voilà pour